Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui poursuivre la réflexion sur la question de la catégorisation dans la perspective des linguistiques cognitives. Et donc, on avait commencé à examiner un petit peu ce que disait Lakoff dans ce livre, Women, Fire and Dangerous Things. Je vais tout à l'heure commenter quelques passages au sujet de la catégorisation. La dernière fois, je m'étais arrêté sur cette caractérisation des catégories que l'on peut définir soit par leur intention, soit par leur extension. Ce sont des notions importantes, et en particulier la notion, ce qu'on appelle la loi de Port-Royal, qui dit que l'extension et l'intention sont en proportion inverse. Alors, à partir de là, je vais vous exposer très traditionnellement, c'est ce qu'on fait toujours, deux modèles des catégories. Alors, peut-être que... Est-ce que certains d'entre vous ont suivi le cours de licence l'année dernière sur signification et théorie linguistique ? Oui, donc ça reprend des choses que j'ai déjà en partie exposées aux étudiants de licence, mais comme je sais que vous êtes très nombreux dans ce cours à ne pas avoir suivi précédemment, je reprends donc. Alors, le premier modèle de catégorisation, c'est le modèle que Lakoff va critiquer comme étant objectiviste. On l'appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Il est fondé sur l'idée que les catégories se caractérisent par l'existence d'un dénominateur commun, c'est-à-dire une ou des propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie. Alors, par exemple, si vous définissez oiseau par vertébré à plumes, d'accord, eh bien, dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, cette définition qui est donc l'intention d'oiseau, vertébré à plumes, cette définition va avoir deux conséquences. C'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. D'une part, tout élément qui sera vertébré et qui aura des plumes appartiendra nécessairement à la catégorie oiseau. Et inversement, tout membre de la catégorie oiseau devra à la fois être vertébré et, d'autre part, avoir des plumes. D'accord ? C'est ça qu'on appelle les conditions nécessaires et suffisantes. Vous avez des propriétés qui, d'une part, sont des conditions pour l'appartenance à la catégorie, et d'autre part, qui sont des propriétés nécessaires de tout membre de la catégorie. Alors, avec des définitions de ce genre-là, vous fabriquez, c'est un type de catégorisation qui est au fond très utile et très utilisé dans les sciences. Là, je vous donne un exemple de classification scolaire, des invertébrés, des vertébrés, et vous voyez que ici, l'oiseau apparaît bien comme un vertébré qui a des plumes, et puis donc on aura des propriétés. Vous voyez, on a une propriété un peu générale, les vertébrés qui opposent aux invertébrés, et puis ensuite on a à chaque fois des conditions nécessaires et suffisantes qui caractérisent des classes qui sont donc celles des mammifères, des oiseaux, des reptiles, etc. Alors, les principes qui fondent ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes sont les suivants. D'une part, les catégories telles qu'elles sont définies par ce modèle sont strictement délimitées. C'est-à-dire qu'une entité quelconque est un oiseau ou n'est pas un oiseau, parce que ou bien elle a les deux propriétés ou elle ne les a pas, ou alors elle n'en a qu'une, mais si elle n'a pas les deux propriétés, de toute façon elle n'est pas dans la catégorie oiseau. Donc il y a la catégorie, elle n'a pas d'intermédiaire, les frontières sont strictement limitées. Bon. D'autre part, mais c'est une reformulation de la même idée, c'est que
l'appartenance à la catégorie est binaire. Hein. Soit un élément appartient, soit il n'appartient pas. Il n'y a pas de cas limite. Et puis, enfin, tous les membres de la catégorie ont le même statut. C'est-à-dire que vous preniez un moineau, un perroquet, un pingouin ou un kiwi, tous ces oiseaux sont des oiseaux au même titre. D'accord ? La catégorie oiseau étant définie par ces deux propriétés, a priori, tous les membres ont le même statut. Alors, le problème, c'est que c'est un modèle, bien sûr, indispensable pour la catégorisation scientifique. Je veux dire qu'il faut des critères pour délimiter certaines catégories. Des critères fiables, stables, etc. Je ne sais pas penser, par exemple, à la médecine. Vous avez toutes sortes de critères qui caractérisent des maladies et qui sont utiles pour savoir si vous êtes porteur ou non de telle ou telle maladie. Bon, cela dit, vous savez que très souvent, les catégories sont un peu, sont pas si claires que cela, hein, dans une discipline comme la médecine. Peut-être il y a d'autres exemples, évidemment, plus comme en physique, en chimie, ou dans en botanique, etc., dans des sciences où les objets sont plus extérieurs, disons, où la classification sur le modèle, la classification catégorielle, disons le système de catégorisation sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes est indispensable. Mais puisque nous nous intéressons à la question du langage et à la façon spontanée, naturelle de catégoriser, on peut se demander si effectivement ce modèle rend compte de la manière dont nous utilisons et construisons les catégories. Et plus précisément, si l'on veut, de la façon dont les langues naturelles catégorisent via le lexique. Alors, on l'a un peu vu dans les cours précédents, avec l'exemple des tasses, des bols, des bols et des assiettes, etc. On a vu que, en effet, la plupart du temps, dans la catégorisation ordinaire, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Hein. Rappelez-vous, jusqu'à quel diamètre un récipient est une tasse et devient un bol? C'est pas trop. Mais il y a toutes sortes d'exemples. Pour les meubles, bon, si je vous dis meubles, pensez, je sais pas, des tables, des chaises, des choses comme ça. Mais est-ce que, par exemple, un abat-jour de lampe, est-ce que c'est un meuble? Bon, on va hésiter, peut-être oui, peut-être pas. Dans les vêtements, certains vêtements sont clairement appartiennent clairement à la catégorie des vêtements. Hein, je ne sais pas, des pantalons, des chemises, des vestes, etc. Mais est-ce que une ceinture, des chaussettes ou des gants sont des vêtements au même titre que d'autres types de vêtements, hein, plus caractéristiques de la catégorie vêtements? Et si on va jusqu'à là, est-ce que des lacets de chaussures, est-ce que ce sont des vêtements? On est gêné là. Donc on voit bien que la catégorie vêtements, on l'utilise spontanément, mais on l'utilise spontanément, elle a des bords flous, mais ça ne nous gêne pas plus que ça. Par ailleurs, les catégories ne sont pas homogènes, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Des chaussures, est-ce que ce sont des vêtements? Mais souvent, les magasins de vêtements vendent aussi des chaussures. Bon, mais on voit bien que certains vêtements sont plus vêtements que d'autres. Hein, les vestes, les chemises, les pantalons, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tous les membres d'une catégorie ne sont pas équivalents pour notre façon ordinaire de catégoriser. Et puis, par ailleurs, on le verra avec quelques exemples, on catégorise sans avoir besoin d'un système de propriétés qui sont systématiquement vérifiés. Alors, avant d'illustrer cela par des exemples simples, je voudrais qu'on regarde de près ce que Lakoff dit de cela, de sa
sa réflexion sur la catégorisation à partir du livre donc, dont j'ai parlé au tout début de la séance. Alors, je trouve que c'est important parfois de revenir au texte des auteurs pour ne pas se contenter de lancer des concepts comme ça. Ça me paraît important parfois de lire les textes quand même. Alors, voici comment... on a déjà vu cette notion d'objectivisme dans la caractérisation générale de la perspective des linguistiques cognitives, mais là, on va le voir sous l'angle donc du problème précis de la catégorisation. Alors, première citation, donc, qui porte sur ce qu'il appelle la conception traditionnelle de l'objectivisme. Donc, les tentatives modernes de le faire fonctionner, faire fonctionner l'objectivisme, assument que la raison rationnelle consiste dans la manipulation de symboles abstraits et que ces symboles obtiennent leur signification à travers une correspondance avec le monde, objectivement construite, disons. Ce qui signifie indépendamment de la compréhension de quelque organisme que ce soit. Une collection de symboles placés en correspondance avec un monde objectivement structuré est vue comme une représentation de la réalité. Du point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits dont la signification est donnée seulement par des correspondances conventionnelles avec les choses dans le monde extérieur. Donc, vous voyez, l'idée, c'est simplement de reformuler la notion générale d'objectivisme. Laissons tomber l'idée des symboles, mais qui est donc à nouveau une attaque directe du chomskisme. Mais l'idée ici, c'est qu'on aurait un monde structuré déjà, et que les catégories objectivistes viendraient du monde. Alors, les caractéristiques, la spécificité donc de la position objectiviste peut être, pour Laïkov, caractérisée par un certain nombre de traits, d'idées, qui sont les suivantes. Donc je continue de traduire. Bon, la pensée est une manipulation de symboles abstraits, une manipulation mécanique de symboles abstraits. Passons ce point, à nouveau, c'est une critique du générativisme, ça ne nous intéresse pas pour notre question. L'esprit est une machine abstraite qui manipule des symboles essentiellement, à peu près comme un ordinateur le fait, c'est-à-dire par des computations algorithmiques. Les symboles, c'est-à-dire les mots et les représentations mentales, obtiennent leur signification par des correspondances avec des choses du monde extérieur. Toute signification a cette caractéristique. Les symboles qui correspondent au monde extérieur sont des représentations internes d'une réalité externe. Les symboles abstraits peuvent être en correspondance avec des choses dans le monde indépendamment des propriétés des organismes. Alors quand il parle des organismes, ici bien sûr il parle des organismes qui effectuent cette mise en correspondance. Puisque l'esprit humain utilise des représentations internes pour la réalité externe, l'esprit est un miroir de la nature et la raison correcte qui fonctionne bien reflète la logique du monde extérieur. Et par conséquent, il est complètement accidentel ou, disons, secondaire. Il est complètement secondaire dans la nature des concepts pourvus de signification et de raison que les êtres humains aient des corps, et les corps qu'ils ont et qu'ils fonctionnent dans leur environnement de la façon dont ils fonctionnent. Les corps humains, peuvent jouer un rôle pour choisir quel concept et quel mode de raison transcendantale va être employé effectivement, mais ils ne jouent pas de rôle essentiel pour caractériser ce qui constitue
un concept et ce qui constitue la raison. Donc vous voyez que dans la liste de ces caractéristiques de l'objectivisme, on va pouvoir, par contraposé, si vous voulez, deviner tout ce qui va caractériser le mode de catégorisation privilégié par Lakoff dans une perspective non objectiviste. Bon, alors, je passe, hein, il y a encore d'autres caractéristiques, vous les lirez si vous voulez, on n'est pas obligé de les parcourir, ce serait un petit peu long. Donc, par opposition, ce qui va caractériser la position opposée à l'objectivisme, c'est-à-dire l'expérientialisme, ce sera l'idée que la pensée ne se réduit pas à une manipulation de symboles abstraits de type algorithme, la signification ne se réduit pas à une correspondance avec des entités du monde externe, le corps joue un rôle dans l'élaboration des représentations, et les processus mentaux ne sont pas atomiques, hein, mais globaux et irréductibles à la logique formelle. Alors, l'autre type de catégorisation, donc l'autre modèle de la catégorisation, qui s'oppose à celui des conditions nécessaires et suffisantes, c'est ce qu'on appelle la sémantique du prototype, ou la théorie du prototype. Alors voici comment Lakoff la présente. Donc c'est une nouvelle citation que je vais tâcher de traduire approximativement. Donc l'approche de la théorie du prototype qui va être présentée ici suggère que la catégorisation humaine est principalement une matière à la fois d'expérience humaine et d'imagination, d'activité motrice perceptive, de culture d'une part, et de métaphore, métonymie, imagerie mentale d'autre part. Par conséquent, la raison humaine dépend crucialement des mêmes facteurs et par conséquent ne peut pas être caractérisée simplement en termes de manipulation de symboles abstraits. Bien sûr, certains aspects de la raison humaine peuvent être isolés artificiellement et modélisés par des symboles, par une manipulation de symboles abstraits, de même qu'une partie de la catégorisation humaine correspond à la théorie classique. Ce qu'il appelle la théorie classique, c'est ce que je vous ai présenté comme étant la théorie des conditions nécessaires et suffisantes, hein, qui part de l'idée, je n'y ai peut-être pas assez insisté, mais que la catégorisation repose sur des catégories qui existent dans la nature. Hein. Quand je définis oiseau comme vertébré à plumes, je décris la nature. Mais nous nous intéressons pas tellement dans une sous-partie artificielle de la capacité humaine de catégoriser et de raisonner, mais dans comment on pourrait traduire full range of that capacity, dans cette capacité dans son ensemble, hein, dans son ensemble. Comme nous allons le voir, certains aspects de la catégorisation qui peuvent se penser en termes de théorie classique, sont des cas particuliers de la théorie générale des modèles cognitifs, et ce qui nous permet de caractériser ce qui nous permet de maintenir une caractérisation de la raison sous ses aspects expérientiels et imaginatifs. Donc, le modèle ici du prototype, cette autre théorie de la catégorisation, est présenté comme étant non pas tellement, seulement un modèle concurrent du modèle classique des conditions nécessaires et suffisantes, mais un modèle qui l'intègre, ce modèle classique, et qui en fait juste un cas particulier très secondaire. Alors, ce passage donc de la conception classique des conditions nécessaires et suffisantes à la conception prototypique des catégories oblige donc à renoncer
à certaines idées, pour Lakoff, qui sont des idées qui caractérisent la raison la raison telle qu'elle est pensée en Occident. Vous voyez que ce qu'ils mettent en jeu, c'est pas seulement des questions linguistiques, c'est même la conception de la raison. Bon, c'est assez répétitif, hein, vous voyez, son texte, les textes de Lakoff sont parfois un peu comme ça, un peu lourds, un peu répétitifs, mais parce que il cherche à... Enfin, disons que c'est une même idée qui est martelée dans différents chapitres, etc. Donc ça donne des citations un peu répétitives. Donc les idées auxquelles il faudra renoncer, c'est l'idée... Alors, bon, renoncer... au moins dans leur généralité, c'est que, d'une part, la signification soit basée sur la vérité et la référence. Alors ça, bon, je ne peux pas développer trop ce point, mais c'est vrai qu'il y a une conception de la signification frégéenne, etc., qui est basée sur la vérité et la référence, mais, et le rapport à la référence, mais il y a d'autres conceptions possibles de la signification. L'idée que la signification concerne, alors une fois de plus, vous voyez, le rapport entre des symboles et des choses dans le monde. L'idée que les espèces biologiques sont des espèces naturelles, définies par des propriétés essentielles. Donc là, ça c'est un peu plus douteux, disons que... tout dépend si on parle du point de vue, disons, scientifique sur les espèces biologiques ou d'un point de vue de la façon dont le langage catégorise spontanément les espèces. Dire par là que pendant très longtemps, on a considéré par exemple que les baleines étaient des poissons. Que les baleines étaient des poissons. Donc une sorte de catégorisation naturelle qui n'a jamais gêné personne pour... fonctionner en société, jusqu'à ce qu'on découvre que les baleines étaient des mammifères. Mais on comprend bien pourquoi, pendant longtemps, on a pensé que les baleines étaient des poissons, parce qu'elles vivaient dans le même milieu, etc., etc. Donc il y avait un mode de catégorisation, mais quand même, qui est faux. Je veux dire, à partir du moment où on adopte une... Donc, je suis quand même un peu circonspect sur l'idée qu'il faudrait complètement renoncer au rapport à la vérité. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé. Simplement, retenez l'idée qu'il y a un mode de catégorisation naturel chez l'être humain qui se moque bien de la catégorisation réelle des choses du monde. Et donc des propriétés essentielles du monde. Alors vous reconnaissez ici quand même un courant, on entend beaucoup aujourd'hui de gens qui luttent contre l'essentialisme. C'est un gros mot en Europe, l'essentialisme, c'est essentialiser les gens, les choses, les ramener à ce qui serait leur être, indépendamment de leur perception culturelle. C'est ça. Bon, l'idée que l'esprit est indépendant, différent du corps, c'est-à-dire le dualisme, ce qu'on appelle parfois le dualisme cartésien, corps-esprit, qui est une mauvaise compréhension de Descartes, mais on peut parler, il y a un dualisme, effectivement, chez Descartes les choses sont beaucoup plus intéressantes, parce que si Descartes parle de la distinction entre corps-esprit, c'est parce qu'il s'intéresse précisément à leur relation, donc bon, c'est un peu... c'est toujours très ambigu de se référer à Descartes pour le dualisme, mais indépendamment de Descartes, il existe effectivement un certain nombre de théories qui considèrent que la vie de l'esprit n'a rien à voir avec la vie du corps. Non, mais si vous voulez, les propriétés, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginez, je veux dire, vous avez une vie imaginative, par exemple, qui dépend de votre esprit, et qui est a priori indépendante de ce que du lieu où est votre corps, de ce que votre corps peut faire. Enfin, je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer en ce moment même être Superman en train d'être dans une gondole à Venise. Bon, voilà.
c'est indépendant de ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Bon, je le dis d'une manière un peu caricaturale, mais c'est quand même une tradition, si vous voulez, qui a à la fois une histoire dans la philosophie grecque, dans le christianisme, etc., qui a une séparation du corps et de l'esprit. Hein. Ça fait quand même partie de notre histoire culturelle. Mais aujourd'hui, bien sûr, on est beaucoup plus sensible au fait qu'il y a des liens indissociables entre le corps et l'esprit. L'idée que l'émotion n'a pas de contenu conceptuel, c'est une idée à laquelle il faut renoncer. Qui a dit que l'émotion n'avait pas de contenu conceptuel? Ça, je ne sais pas très bien. Que la grammaire soit une pure forme, ça c'est encore une fois une critique du chomskisme. Que la raison soit purement transcendantale et pas inscrite dans les relations avec le corps, ça on a déjà vu ça. Et puis l'idée qu'il y aurait qu'il y aurait de la vérité. Vous voyez, c'est toujours cette même idée qui est dans cet expérientialisme qui est conçu comme une sorte de machine de guerre contre l'objectivisme, c'est qu'il n'y aurait pas de point de vue de Sirius, comme on dit parfois, de point de vue à partir duquel il y aurait une vérité pour comprendre les choses. Et ça, on est au bord du relativisme absolu avec des idées comme ça. Hein. Il faut être un peu méfiant. Et puis l'idée que tout le monde pense en utilisant le même système conceptuel. Alors ça, évidemment, c'est encore une fois une critique de Chomsky, mais Chomsky n'a pas vraiment défendu ce genre d'idée. Je vous l'ai déjà dit, dans la perspective de la grammaire générative, on essaie de savoir quel est ce qu'il peut y avoir de commun entre les langues en raison d'un héritage génétique qui est présent dans le système cognitif de tout être humain, mais ça ne veut pas dire pour autant que chacun utilise un même système conceptuel universel, et en l'occurrence, il y a des différences selon les cultures, selon éventuellement les individus même, en termes de système conceptuel. Alors, maintenant, Lakoff se réfère aux travaux qui sont ceux qui ont vraiment donné son contenu à cette fameuse sémantique du prototype ou théorie du prototype, qui sont donc les travaux d'Eleanor Rosch, dont je vous ai déjà parlé dans un cours précédent, hein, à propos des Dany, vous vous souvenez, quand on avait parlé de la perception des couleurs. Et Lakoff, vous voyez, fait le lien que je vous avais déjà signalé entre la notion de couleur focale et la notion de prototype. Hein. D'idée qu'il y a dans les catégories des membres ou des sous-catégories qui sont des meilleurs exemples, des meilleurs représentants. Alors, je vous rappelle, les couleurs focales, c'était l'idée que quand on parle du bleu, du vert, etc., il y a toujours une certaine teinte de bleu, de vert, etc., qui est l'exemple le plus représentatif de la couleur. Hein. C'était ça l'idée de couleur focale. Voilà. C'est la même chose, au fond, que le cas où on va dire qu'une veste est un meilleur prototype du vêtement que des lacets de chaussures, par exemple. C'est comme on dirait que c'est le vêtement par excellence. Voilà, exactement, c'est la même chose, c'est le vêtement par excellence, tout à fait. Donc, Roche, alors attention, là, l'argumentation qui plaide en faveur de la théorie du prototype n'est pas une argumentation purement, conceptuelle, c'est une argumentation expérimentale. Hein. C'est un travail de psycholinguistique, si on veut, et Lakoff l'a décrit un petit peu. Donc Roche a montré à travers par une série de techniques expérimentales qui impliquent l'apprentissage, la mise en correspondance, la mémoire, des jugements de similarité, qui convergent sur des points de référence cognitifs. Alors, et elle a étendu les résultats au sujet des couleurs à d'autres catégories, des catégories, et tout d'abord dans des catégories d'objets physiques. Elle a développé plusieurs paradigmes expérimentaux
pour travailler sur des catégories d'objets physiques. Dans chaque cas, des asymétries, qu'on appelle les effets de prototype, ont été trouvés. Les sujets jugent certains membres de la catégorie comme étant plus représentatifs de la catégorie que d'autres membres. Par exemple, alors, Robbins, c'est le rouge-gorge, c'est un petit oiseau. Oui, c'est le rouge-gorge. Voilà, c'est le rouge-gorge. Alors, en France, c'est plutôt le moineau. Hein. En français, c'est plutôt le moineau. Mais ici, pour l'anglais, c'est le rouge-gorge, a été jugé plus représentatif de la catégorie oiseau que sont les poules, les pingouins, les autruches. D'accord ? Bon, c'est évident. Hein ? C'est-à-dire que quand vous pensez à un oiseau, en premier, vous ne pensez pas à un pingouin. Vous pensez plutôt à un oiseau du type un petit oiseau qui vole, etc. Ou à une autruche, qui est quand même beaucoup moins représentatif de la catégorie oiseau. Et puis, pour les meubles, donc les chaises de bureau, voilà, ont été jugées plus représentatives de la catégorie chaise que les rocking chairs, c'est-à-dire les, comment on dit, oui, fauteuils à bascule, que les fauteuils à bascule, les chaises de barbier, enfin de coiffeur, quoi, les chaises de coiffeur. Alors ça, beanbag chairs, oui, moi non plus, personne ne voit de quoi il s'agit, oui, j'aurais dû vérifier, mais j'ai lu trop vite la citation, ça m'a échappé. Ou que les chaises électriques, bon, évidemment. C'est peut-être les sacos, vous savez, ces espèces de sacs informes qui sont pleins de mousse, là, qui est plus oui, ce qu'on appelle les poires en français, enfin les chaises, ah oui, oui. Bah écoutez, si quelqu'un peut jeter un coup d'œil, faire un peu de fast-checking là, pour vérifier ce que ça signifie, ça nous éclairera. Bon, alors les membres, donc vous voyez qu'il y a des types de chaises qui sont plus représentatifs de la catégorie chaise. Puis on verra, je vous montrerai d'autres exemples du même genre, que dans la catégorie meubles, il y a certains meubles qui sont plus représentatifs de la catégorie meubles que d'autres. Par exemple, un réfrigérateur est moins représentatif de la catégorie. C'est un pouf. Ah oui, d'accord. Un pouf, un beanbag chair. Pouf. Bon, à ce moment-là, c'est plus vraiment une chaise. Hein. Bon. Peu importe. Donc, les membres, donc je termine cette citation, les membres les plus représentatifs de la catégorie sont appelés les membres prototypiques de la catégorie. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de regarder un petit peu quels sont les dispositifs expérimentaux qui sont utilisés. Alors, il y a d'abord le jugement, donc on demande à des gens de juger sur une échelle de 1 à 7, est-ce que tel exemple est un bon exemple de la catégorie. Vous voyez ? Donc on va dire, voilà, je vous demande de dire si oiseau, autruche, pingouin, etc. est un bon membre de la catégorie, un bon exemple de cette catégorie, et vous répondez sur 1 si c'est pas très peu, 7 si c'est beaucoup, etc. D'accord ? Ça c'est une première technique. Une deuxième technique, c'est le temps de réaction. Donc on donne, par exemple, un oiseau, un poulet est un oiseau, une autruche est un oiseau, tout ça, et on leur demande de dire si c'est vrai ou faux en appuyant sur un bouton le plus vite possible, et on remarque que évidemment ils mettent plus longtemps lorsque on dit une autruche est un oiseau que lorsqu'on dit un moineau est un oiseau, parce que l'appartenance à la catégorie n'est pas évidente. Il y a la technique de la production d'exemples. Donc là, c'est tout simplement, on va demander aux gens, faites-moi une liste de tout ce que vous considérez comme des oiseaux. Et puis on va regarder qu'est-ce qui arrive en premier, et qu'est-ce qui arrive plutôt en dernier, et qu'est-ce qui est presque jamais mentionné. Il y a l'asymétrie dans les jugements de similarité. Donc, les exemples les moins représentatifs sont souvent considérés comme étant plus similaires à des exemples plus représentatifs que l'inverse.
alors, par exemple, les Américains considèrent les États-Unis comme étant très représentatifs de l'exemple d'un pays, hein, forcément. Donc, évidemment, dans des expériences ou des sujets... Voilà. Hein, donc, vous voyez la suite. Hein, dans des expériences ou des sujets où on a demandé à des sujets de donner des jugements de similarité pour des paires de pays, il y a eu un certain nombre d'asymétries qui sont les suivantes. Des sujets ont considéré Mexico comme étant plus similaire aux États-Unis que les États-Unis sont similaires à Mexico. Évidemment, puisqu'on prend comme base l'élément, Mexico, enfin, le Mexique, je veux dire, c'est. Le Mexique, vous voyez, le jugement de similarité, il a une asymétrie. C'est-à-dire que si un membre est peu prototypique de la catégorie, par exemple des Américains, qui pour eux, le pays par excellence, évidemment, c'est les États-Unis. Bon. Ils ne vont pas dire si pour certains aspects de la vie quotidienne, je sais pas, il y a des similarités entre le Mexique et les États-Unis. Ils vont dire plutôt que le Mexique ressemble un peu aux États-Unis, parce qu'ils prennent comme base l'élément qui est le plus prototypique, plutôt que de dire ah oui, les États-Unis ressemblent au Mexique. Donc il y a une asymétrie dans ce jugement. Et puis même chose, une asymétrie dans les généralisations, c'est-à-dire qu'une nouvelle information au sujet d'un membre représentatif de la catégorie a plus de chances d'être généralisée à un membre non représentatif que l'inverse. Par exemple, il a été montré que des sujets croient qu'une maladie était plus facilement transmissible des rouges-gorges aux canards sur une île que des canards aux rouges-gorges. Bon, ça c'est un peu secondaire, un résultat un peu secondaire qui vient à nouveau de l'idée qu'on prend toujours comme base l'exemple le plus prototypique, le plus représentatif. Alors, pour aller un peu plus loin, je voudrais commenter un peu, mais je n'aurai pas le temps de le faire complètement aujourd'hui. Peut-être je le ferai plutôt à la prochaine séance, mais donc je vais commenter cet article de Roche, qui est donc un article dans lequel elle a elle-même, là on n'est plus dans la reprise par Lakoff. D'ailleurs, je ne me souviens plus est-ce que j'ai rappelé la date de parution du livre de Lakoff? Non, c'est combien? 87, ah oui, ça doit être ça. Donc, ah oui, c'est ça, 87. Donc, on va... ici, vous voyez que l'article de référence, c'est celui d'Eleanor Roche, donc il est préférable, plutôt que d'aller s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, comme on dit, hein, c'est-à-dire d'aller voir de près dans cet article ce que Roche dit de la catégorisation au sens de la catégorisation du prototype. L'article est d'ailleurs, si je me souviens bien, accessible en ligne. Je vous mettrai le lien, ou sinon je l'ai moi en version PDF, donc je le mettrai pour ceux d'entre vous qui veulent le lire, parce qu'on dit beaucoup de choses au sujet de cette théorie du prototype, mais au fond, comme toujours, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent et on ne prend pas toujours la précaution d'aller voir de près ce que disent les auteurs, et c'est ce que je souhaite faire ici avec vous. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que ça prouve finalement tout ça? Alors, des pétitions de principe, mais alors... Ah non, ce ne sont pas des pétitions de principe, parce que là, Ah, de Lakoff. Alors, Lakoff, si vous voulez, il réutilise des résultats existants donc au sujet de la catégorisation de type prototypique, enfin du modèle prototypique de la catégorisation.
Donc c'est pas lui qui les a produits, hein, ces résultats. Je suis d'accord. Du coup, Lakoff, il n'expérimente pas lui-même, mais il conceptualise à partir de choses qui ont été expérimentées par d'autres. Son objectif est de dire qu'il se crée de la réalité au point de vue conceptuel, si vous voulez. Nous avons un sens, disons, de la réalité, en particulier de la réalité des catégories, qui dépend de propriétés cognitives de notre système conceptuel, c'est-à-dire que nous voyons spontanément les catégories en fonction, alors ça va être en partie des catégories fournies par notre langue, on rejoint un petit peu l'exemple des couleurs de la dernière fois, hein. Donc nous voyons le monde à travers des catégories qui ne sont pas le reflet du monde existant. Mais spontanément, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés à cela, mais nous avons spontanément une perception des catégories. Reprenons l'exemple du poisson et de la baleine, je trouve que c'est un exemple très parlant. On a toutes sortes de bonnes raisons de penser que les baleines sont des poissons. Et vous pouvez imaginer des situations dans lesquelles c'est évident et vous voyez le monde comme ça. Vous avez en tête ce qu'est un poisson, ce qu'est une baleine, vous apprenez à vos enfants qu'une baleine est un poisson, etc., etc. Jusqu'au jour où on découvre quelque chose d'autre, et voilà. Mais donc, ça signifie que notre système de catégories est donc notre vision du monde. Alors ça, évidemment, pour les baleines et les poissons, c'est pas très grave. Mais là où ça va commencer à être important, c'est pour des concepts comme la liberté, la démocratie, la justice, le harcèlement, le consentement. Vous voyez, toutes ces notions-là sont des conceptualisations qui ont à la fois des déterminants culturels et des déterminants cognitifs. Et c'est cela c'est dans cet horizon-là, dans cette perspective-là, que Lakoff introduit son propos, quoi. Mais oui. Vous ne pensez pas que dans ce cas, les propriétés culturelles, les propriétés cognitives présupposent que les propriétés culturelles présupposent les propriétés cognitives? Parce qu'en fait, la liberté, oui, je dirais, c'est une notion que nous avons créée. Ce n'est pas la baleine existée. Je veux dire que... Oui, mais vous trouverez toujours des gens pour vous dire, voilà comment se définit la liberté. Pour avoir une référence, oui, mais qui n'est pas dans le monde, je suis d'accord, puisque c'est une chose abstraite. Mais très souvent, on le remarque dans les discours politiques. Rappelez-vous, à un moment donné, où après les attentats terroristes en France, il y a eu un certain nombre d'hommes politiques, dont le président de la République de l'époque, François Hollande, qui a dit « nous sommes en guerre ». Donc il y a eu une question sur « alors est-ce qu'on est en guerre ou pas ?» Alors vous voyez la question, est-ce qu'il faut se vivre dans le concept de guerre ou pas? Et donc, une partie de la discussion, chez certains journalistes, a consisté à aller chercher une définition juridique de la guerre. Alors que c'est pas du tout ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est de conceptualiser la réalité ou pas, de choisir politiquement de conceptualiser ou pas une réalité en termes de guerre pour telle ou telle raison. Et pour faire en sorte que les gens importent ce concept dans leur esprit et se vivent comme s'ils étaient en guerre. Oui, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si ça répond aussi à votre interrogation. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des catégories mentales qui sont, disons, décrites par le langage, enfin ou dites énoncées par le langage, ouais, mais qui recouvrent absolument qu'on ne peut pas associer vraiment une définition précise, parce que comme l'état de guerre, qu'est-ce que c'est qu'un ouais, état de guerre dans un... c'est compliqué, personne ne ouais, donne de définition. Bien sûr. Et c'est précisément ce que dit la théorie du prototype, c'est-à-dire les catégories ont des bords flous,
mais ça ne nous gêne pas pour communiquer. Alors que le modèle objectiviste veut qu'il y ait des propriétés. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dit guerre quand il y a telle propriété, toute situation dans laquelle ces propriétés sont réunies est une guerre, toute situation dans laquelle il n'y a pas ces propriétés n'est pas une guerre. C'est blanc ou noir, vrai ou faux. Et précisément, le modèle du prototype vise à dire qu'il va y avoir, pour parler de la guerre, une guerre prototypique qui va être, je sais pas, un champ de bataille, par exemple. Là, ça va être vraiment la guerre. Un champ de bataille entre deux pays, entre deux nations, etc. Ça va être le prototype de la guerre. Et puis, il va y avoir des cas moins prototypiques. La guerre civile, la guerre contre les drogues, la guerre contre le tabagisme, la guerre contre le cancer. Hein, c'est des membres moins prototypiques de la catégorie, mais qui ne nous empêchent pas de parler de guerre dans ce cas-là, parce qu'il y a bien quelque chose qui est... Et là, on entre, du coup, dans la théorie des métaphores qu'on verra plus tard. À ce moment-là, la participation individuelle est assez minime dans ce concept-là. Par exemple, le concept de guerre à l'heure actuelle, ça peut se concevoir à partir d'un ensemble de personnes. C'est-à-dire que si l'idée générale de la guerre est celle-ci, c'est cette définition qui va être majoritaire. Pas vraiment, parce que rappelez-vous, hein, moi j'avais suivi un tout petit peu, parce que justement, en raison de ces questions, ça m'avait intéressé quand il y a eu ces débats autour de est-ce qu'il est légitime de parler d'état de guerre en France au moment des attentats. Vous voyez qu'il y avait quand même, les avis étaient très partagés sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre. Les avis étaient très partagés. Oui, justement, parce qu'on est un peu aux franges. Oui, mais même pour parler de la définition de référence, vous voyez, les gens essayaient de définir leur position par rapport à une sorte de définition, disons, consensuelle de la guerre, mais les définitions consensuelles étaient très différentes les unes des autres. Par exemple, vous citiez un exemple sur la chaise électrique était une chaise. Il est quand même assez difficile de concevoir le concept de chaise avec une chaise électrique. C'est pas un instrument destiné à s'asseoir. Ou à s'asseoir pour la dernière fois. On peut s'asseoir sur... C'est un abus de langage. Ça s'appelle comme ça. Donc c'est lié à la dénomination. Mais on peut considérer qu'effectivement, là, on a affaire à une unité polylexicale et donc à une perte de sens. C'est plus une chaise au sens propre. C'est pas une chaise qui est électrique. Comme si j'avais une chaise, je mettais un moteur électrique et je dis c'est une chaise électrique. Elle roule avec un moteur électrique. Mais par exemple, travaillant sur la... Ce que j'ai compris, c'est que travaillant, comme on a déjà parlé avec M. Neuvière, qu'en fait, par exemple, concernant les catégories dans la langue, je pense, c'est ça on ne pense pas avec les catégories. Les catégories deviennent après, d'après moi, de ce que je comprends. Oui, on n'a pas besoin... On peut toujours trouver des choses qui appartiennent dans une catégorie plus que d'une autre, mais c'est vraiment, quelque part, qu'on ne parle pas du vivant. C'est vraiment difficile de dire que ça appartient à une catégorie, ça appartient pas dans une autre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, les dispositifs expérimentaux dont nous disposons nous montrent que nous fonctionnons non consciemment avec des catégories. C'est-à-dire cognitivement, on a des catégories, mais on n'en est pas conscient. Et quand on veut les définir, évidemment, on est très gêné. Hein. C'est la fameuse histoire de Saint-Augustin. Le temps, tout le monde sait ce que c'est quand on ne veut pas le définir, mais dès qu'on essaie de le définir, le temps, on n'y arrive plus. Hein. Donc on a bien des catégories qui sont spontanées, qu'on utilise sans s'en rendre compte, et qui se voient dans des tests. Parce que quand vous faites des tests avec des gens, vous voyez qu'ils réagissent plus vite quand il faut mettre tel membre prototypique dans la catégorie ou pas. Donc ils ont bien ces catégories cognitivement. Mais ils n'en sont pas forcément conscients. C'est-à-dire que si vous faites un test pour demander aux gens, par exemple, de donner une liste de meubles et vous regardez ce qu'ils mettent en premier, et vous allez voir qu'il y a dans une culture donnée, hein, bien sûr, parce que là, du coup, c'est assez culturel, toujours au début les chaises, les tables, etc. Et puis le frigo, le réfrigérateur va arriver sans doute plus loin, et puis, etc. Et le piano, est-ce que quelqu'un va penser à mettre un piano dans la liste des meubles? Donc, on va voir apparaître des catégories parce qu'il y aura des choses communes entre les gens, mais si vous demandez à quelqu'un de définir la catégorie meuble, et en le piégeant à chaque fois en disant « Ah oui, mais dans ta définition, je sais
ne peux pas dire qu'un piano est un meuble alors que c'est un meuble. Bon, bah, il va être obligé de la changer, il n'arrivera pas, ça va être très difficile. Hein. Essayez comme ça de définir ce que c'est qu'un meuble. C'est très compliqué. Donc, alors que on sait très bien ce que c'est, on n'a pas besoin de cette définition explicite. Ça vient de mobile. Oui, mobile, bah oui, bien sûr. Meuble par rapport à immeuble, mais ça, c'est un langage de notaire. Ou de juriste. Si on prend les cas des vêtements, comme vous le dites, oui. est-ce que les chaussures sont des vêtements? Oui. Moi, j'ai dit oui, dans ce cas. Oui. Parce oui. que ce sont des choses, alors, sur le principe du fonctionnement des objets qu'on porte. Oui, mais est-ce qu'un collier, c'est un vêtement? Parce que si vous dites c'est les objets que je porte sur mon corps, bah ouais, un collier, des lunettes, c'est un vêtement, vos lunettes? Mais en tout cas, c'est un fonctionnement d'ornement. Les boucles. Oui, mais alors les lunettes, est-ce que c'est un fonctionnement d'ornement? Comment? Les lunettes. Non, ça dépend du type. Hein. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Les lunettes de vue. Moi, je suis bien. Oui, donc il y a un fonctionnement. Oui, il y a un fonctionnement. Donc il y a une fonctionnalité. Ça participe même à notre organisme. Parce que mes pions, ouais, je peux pas. Oui. Mais vraiment, par exemple, les vêtements, si on dit que l'homme porte des vêtements pour lutter contre le froid, tout ce qu'on porte. Non, mais non, parce que là, ça ne marchera pas. Vous avez des gens qui s'habillent alors qu'il fait chaud avec des vêtements très chauds parce que c'est la mode de mettre des énormes bottes ou je ne sais quoi, et ça ne sera pas pour lutter contre le froid. Et oui, donc... Si on était, on ne porte pas pour le froid, on porte parce qu'on ne peut pas être nu. Exactement. Et oui, voilà, très bon exemple. Hein. Voilà, donc on est très embêtés pour savoir... Bon, merci beaucoup de votre attention, à la semaine prochaine.